Bien, bonsoir à toutes et à tous, et donc bienvenue pour cette nouvelle séance des mardis de l'égalité. Je suis très contente de reprendre un petit peu le rôle d'hôtesse et de vous accueillir. Mes petits camarades m'ont très gentiment proposé d'ouvrir cette séance puisque c'est l'Espagne qui est à l'honneur ce soir. Alors, à l'honneur, parce qu'on va parler de l'Espagne, le sujet est peut-être un sujet moins à mettre à l'honneur. En tout cas, cette séance des mardis s'inscrit dans la programmation de Rennes Métropole du mois contre les violences faites aux femmes et plus spécifiquement dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui aura lieu, comme tous les ans, le 25 novembre. Et pour cette journée, nous avons choisi de regarder au-delà de nos frontières. Et c'est vers l'Espagne que nous nous sommes tournés, pays violemment confronté à cette réalité et qui a aussi été l'un des premiers pays à chercher des solutions et à s'engager dans une démarche de lutte très concrète. Le résultat, c'est une législation contre les violences machistes parmi les plus avancées en Europe, avec la promulgation d'une loi cadre et avec des mesures de protection intégrale, et cette loi cadre elle-même est déclinée à l'échelle régionale dans les différentes communautés autonomes. Récemment, à l'occasion du colloque du réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la recherche qui s'est tenu à Rennes et à Rennes 2, nous avions accueilli Estrella Lamadrid, directrice de l'unité de coordination contre la violence à l'égard des femmes pour la Navarre. Et à cette occasion, elle nous a présenté l'Observatoire national de la violence faite aux femmes, créé par une loi organique de 2004. Cet observatoire, bien sûr, doit recueillir des données sur les violences sexuelles et sexistes. Elle regroupe un ensemble de personnels de différents ministères, des communautés autonomes, des collectivités territoriales et de différents organismes et organisations liés à la lutte contre la violence envers les femmes. Et ça a été l'occasion, là, déjà, d'une première sensibilisation pour ceux et celles qui auront suivi ce colloque. Et cet observatoire espagnol a aussi, parmi ses nombreuses missions, d'élaborer et de diffuser un rapport annuel au Parlement et aux communautés autonomes qui doit prendre en compte les caractéristiques des victimes et aussi les caractéristiques des délits qui sont commis. S'agit-il de mineurs, de majeurs? Est-on dans une zone rurale ou en zone urbaine? S'agit-il d'handicapés? Est-ce en lien avec des réseaux de toxicomanie ou de prostitution? Donc quelque chose déjà de bien intersectionnel. Malgré tout, si les avancées en termes d'obtention de nouveaux droits pour les femmes sont indéniables, il reste que tous ces dispositifs sont dépendants des budgets qui leur sont consacrés, ainsi que de la formation des professionnels, dans un contexte, par ailleurs, de tension sur ces questions, tensions d'ordre politique, que l'on retrouve chez les partis de droite et bien évidemment d'extrême droite, et en particulier pour toutes les questions qui concernent, en lien avec ces violences, le droit de la famille et le droit des enfants. Et donc ce soir, nous avons la chance de pouvoir entendre une spécialiste de ces questions, Gloria Casasvila, sociologue à l'Université Toulouse Jean Jaurès, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous rendre compte de ses propres recherches, et nous la remercions de sa disponibilité. Par la suite, la soirée se poursuivra avec un spectacle de flamenco expérimental, multidisciplinaire et féministe, présenté par Laboratoria et qui s'intitule I perdi mi centro. Alors, pour terminer, juste une information et peut-être aussi un petit regret,
Cette année, à la différence des années précédentes, nous n'illuminerons pas le bâtiment P en orange pendant cette semaine. C'est aussi notre façon de nous associer au plan de sobriété énergétique. Alors, il nous semblait quand même impossible de rien faire. L'établissement pavoisera en orange. Nous mettrons un drapeau orange sur le bâtiment P. C'est un dispositif installé au niveau du 6e étage et ce sera notre façon de continuer à rappeler l'importance de la mobilisation et de l'engagement dans la prévention et la lutte de ces violences faites aux femmes. Bonne soirée et j'espère que tant la conférence que le spectacle répondra à vos attentes et vous permettra d'avancer dans la réflexion. Merci. Bon, merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'être là. Je tiens à remercier spécialement les services culturels de l'Université de Rennes 2 et la mission Égalité de m'avoir invité à participer à ce mardi de l'égalité. Et c'est cette présentation qui vient d'être faite. Je remercie aussi l'équipe technique du Tambour, et spécialement Sarah Descent du service culturel avec qui j'ai eu tous les échanges jusqu'à ce matin. Donc voilà, je m'appelle Gloria Casasvila, je suis originaire de Barcelone. J'enseigne à Toulouse et j'ai participé à plusieurs recherches, tant collectives qu'individuelles. Donc ma thèse de doctorat que j'ai menée à l'Université de Lausanne en Suisse sur la mise en œuvre de la loi cadre espagnole ainsi que d'autres lois dites régionales contre les violences envers les femmes en Espagne. Avec ma thèse, je voulais comprendre le décalage qui existe entre ces lois avant-gardistes d'inspiration féministe et la pratique de terrain. Mes recherches, elles sont plutôt de type qualitatif, c'est-à-dire que j'ai mené des entretiens avec des victimes, avec des professionnels de la justice et du travail social qui interviennent dans les parcours des femmes pour sortir de ces violences. J'ai pu faire aussi quelques observations directes dans les tribunaux de la famille à Barcelone. Mon enquête et mes recherches partent des postulats de la recherche féministe, c'est-à-dire que la violence masculine est un problème qui nous concerne toutes, que nous ne faisons pas des recherches pour simplement connaître cette question, mais pour bien la changer. Donc, on n'est pas dans une science désintéressée, on est motivé, je suis motivée par un but politique qui est la fin de ces violences. Comme le dit ma collègue et amie, professeure de droit à l'Université autonome de Barcelone, Encarna Bodelón, on ne peut pas travailler sur la violence machiste sans avoir un engagement politique avec le féminisme et un engagement politique et personnel avec les femmes qui souffrent les violences machistes. Se passer de ça aurait pour effet de transformer la violence contre les femmes en un simple objet d'étude. Et il ne s'agit pas simplement de collecter des connaissances, mais d'appliquer ces connaissances pour faire changer les structures sociales, faire évoluer les lois et gagner des droits. La loi cadre espagnole est en effet souvent mise en avant comme un modèle à suivre par des instances internationales comme les Nations Unies. Elle suscite un vif intérêt en France. Le Centre Hubertine Auclair, par exemple, a publié ce rapport comparatif qui est très bien fait et qui nous montre certains indicateurs de cette comparaison France-Espagne. Donc, entre autres, on sait que le taux de féminicide conjugal en Espagne est la moitié que celui de la France, qu'on a beaucoup plus de plaintes, donc 30% de plus de plaintes en Espagne, alors que notre population elle est plus petite qu'en France, 12 fois plus de demandes d'ordonnance de protection. Donc une ordonnance de protection, c'est une mesure civile, pénale ou sociale provisoire avant
en attente d'avoir un procès judiciaire pour pouvoir protéger les victimes. Donc en Espagne, il y a autour de 40 000, plus de 40 000 demandes d'ordonnance de protection. En France, on est autour de 3 000. Donc il y a une beaucoup plus forte judiciarisation en Espagne qu'en France, même si cela n'est pas toujours en faveur des victimes. Ces indicateurs sont éloquents, même s'il faut les prendre il faut qu'ils soient lus avec prudence, puisque les féminicides et les plaintes ne sont qu'une petite partie de cette réalité. On dit souvent que c'est la pointe de l'iceberg et qu'on ne peut jamais se réjouir qu'il y ait, entre guillemets, 50 féminicides en Espagne et 150 en France. Et un féminicide de plus est toujours un féminicide de trop. Bien qu'en Espagne, effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées que je vais détailler, avec un regard un peu critique, on peut se dire que ce pays n'a fait que suivre la législation internationale dans la matière. Donc, elle a transposé les définitions qui existaient, elle a fait les devoirs, elle a ratifié par ailleurs et plus tard que la loi cadre de 2004, la Convention d'Istanbul, comme la France aussi en 2014. Ce traité international, ce premier texte juridique au niveau européen qui est contraignant et qui oblige les États qui l'ont ratifié à leur mise en œuvre et dans toutes les mesures qui doivent être prises en termes de prévention, d'enquête, de sanctions et de réparation des violences. Donc on peut dire que l'Espagne n'est un modèle que dans la mesure où ce qui se passe dans les autres pays est très loin de respecter ces standards internationaux. Alors comment en Espagne on lutte contre ces violences machistes et pourquoi on parle de l'Espagne comme un modèle? Dans cette conférence, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe, d'abord en situant historiquement la conquête de la loi cadre et en quoi cette loi a signifié un changement de paradigme juridique et politique. Et dans un deuxième temps, je vais présenter un peu quelques enjeux principaux quant à sa mise en œuvre après presque 20 ans de sa promulgation. Dans ma thèse, aujourd'hui, je vais me focaliser sur les questions liées aux droits de la famille et donc cette évolution concomitante avec des réformes qui instaurent la norme de la coparentalité. Je vais conclure un peu avec un bilan, quels sont les apprentissages ou les choses qui peuvent nous inspirer de l'exemple espagnol pour la France. Donc, un peu les antécédents. Dans les années 70 et 80, les femmes espagnoles, elles ont tout à conquérir ou à reconquérir, puisque elles sortent de cette dictature franquiste qui a duré presque 40 ans. Franco est mort dans son lit, le dictateur, en 1975. Et il y a un fort activisme féministe pendant cette transition politique vers la démocratie, avec de nombreux groupes féministes qui luttaient déjà dans la clandestinité et qui se constituent sur différentes revendications. Et il y a une place très importante qui est prise par des associations de juristes féministes qui me semble importante pour comprendre la suite. On passe donc d'une première étape, d'une première phase où il y a une absence totale de ressources concernant la lutte contre les violences. Et c'est seulement les militantes qui vont produire, des centres, produire, c'est pas les mots, qui vont créer des centres d'hébergement, des soutiens, dans le militantisme et le bénévolat. Dans un deuxième temps, plutôt déjà on fait un saut vers les années 90 et 2000, il y a les premières politiques publiques qui sont élaborées sous la forme de plans d'égalité, où la question des violences n'est qu'un chapitre de ces plans d'égalité. Et après, il y a des plans, toujours sous ces formes de plans plus spécifiques sur les violences et qui se succèdent tous les 3-4 ans. Ces plans, c'est des plans qui conceptualisent les violences en termes de violences intrafamiliales ou domestiques, qui voient les femmes plutôt comme des êtres vulnérables au même titre que les enfants et qui sont considérés par les experts comme complètement inefficaces et assez partiaux.
C'est contre cette situation-là que les mouvements féministes commencent à revendiquer dans ces années 90, donc les féministes de base, mais aussi plus institutionnels, parce que dans les années 80, il y a une institutionnalisation des mouvements féministes, aussi avec la création de l'Instituto de la Mujer à Madrid, mais aussi dans les différentes régions, pour revendiquer une réponse intégrale, une loi cadre qui incorpore des mesures civiles, pénales, sociales, pour répondre de manière multidisciplinaire aux problèmes. C'est à la fin des années 90, donc en 97, il y a bientôt 25 ans, que le féminicide d'Ana Orantes va accélérer la prise de conscience et ce féminicide est considéré comme le détonant et l'élément déclencheur de la loi cadre qui sera votée à la fin de 2004. Ana Orantes est une femme andalouse de 60 ans qui, avec tout son courage, est allée témoigner des violences qu'elle avait vécues pendant 40 ans de la part de son mari, José Parejo. Quelques jours après son témoignage à la télé, elle a été brûlée vivante par son ex-mari, avec qui elle partageait les logements, puisque les juges, il y avait une séparation qui avait été faite, mais les juges avaient attribué les logements au couple séparé sans prendre aucune mesure d'éloignement. Ce féminicide est reconnu comme une prise de conscience très forte de l'opinion publique qui a entraîné des protestations, des manifestations. Núria Varela a dit que c'était un incendie qui a réussi à faire sortir les médias de leur léthargie et de leur complicité avec les violences jusqu'à ce moment-là. Contrairement à un certain stéréotype culturel sur les machos ibéricos, la mise en agenda politique de cette lutte féministe en Espagne ne s'explique pas par une prévalence plus forte de ces violences dans le pays, puisque le taux de victimation, la proportion de femmes qui subissent ces violences est très similaire aux pays voisins. Cette loi, elle s'explique plutôt par l'alliance réussie entre, d'un côté, les associations de la société civile qui accompagnent au jour le jour les femmes victimes, avec les femmes qui participent des gouvernements et des partis politiques, et entre deux, les femmes universitaires et notamment les femmes juristes qui ont participé à traduire dans le langage de la loi les revendications et les analyses du mouvement féministe. Fin 2004, il y a cette loi cadre qui est promulguée, même si dans toute l'Espagne, tout l'État espagnol, il y a des lois régionales, donc des communautés autonomes ou des nationalités dites historiques, comme la Catalogne, le Pays Basque et la Galice. Il y a certaines lois, comme aux Canaries ou à Navarre, qui précèdent la loi cadre de 2004. Ces lois, elles sont des lois de type administratif qui régulent principalement des droits sociaux, donc l'accès à des centres d'hébergement, aux services gratuits de soutien psychologique et juridique, aux questions d'éducation et de santé, qui sont souvent des compétences des communautés autonomes, et certaines de ces régions, comme la Catalogne, ont aussi un droit civil qui est propre. La loi cadre espagnole, ce qu'elle régule principalement, elle régule plusieurs choses comme je vais exposer, mais c'est le droit pénal qui est unique et centralisé. Donc la réforme pénale, elle est la même pour tout l'État. Cette loi cadre, elle ne parle plus de violence intrafamiliale ou domestique et met au centre le concept de violence de genre. En Catalogne, on parle postérieurement, en 2008, de la loi du droit des femmes à éradiquer la violence machiste. Donc, violence de genre, violence machiste, le changement de paradigme vient du fait qu'elles sont conceptualisées pour la première fois dans l'histoire du pays comme des violences qui s'expliquent par les rapports de domination entre les hommes et les femmes, par les inégalités structurelles qui existent entre les hommes et les femmes, et que ce sont des violences spécifiques des hommes contre les femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc il n'y a pas de parallèle à faire avec des violences
que les hommes peuvent subir. La loi, elle change un peu le paradigme aussi, puisqu'on ne voit plus les femmes comme des êtres vulnérables nécessitant une protection particulière, mais comme un problème, ces violences, c'est un problème de citoyenneté pour toutes les femmes. La loi, elle a le rang de loi organique, c'est-à-dire qu'elle a un rang presque constitutionnel. Elle régule des droits fondamentaux, donc les droits à la vie, à l'intégrité, à la liberté, à la sécurité. Elle a entraîné une réforme très importante du Code pénal en créant ce délit spécifique de violence de genre. Cette catégorie, elle est inscrite dans le Code pénal. Ça implique que les violences sont jugées comme étant plus graves et davantage punies quand elles sont commises par un homme que par une femme. Même si l'élévation de ces peines dans les cas où la victime est une femme reste une différence symbolique, le présupposé est de punir plus sévèrement celui qui tire profit d'une situation structurelle d'inégalité. Il y a eu plusieurs recours en constitutionnalité, mais le tribunal constitutionnel espagnol a toujours ratifié la constitutionnalité de la loi cadre en affirmant que ce traitement différencié ne constitue pas une discrimination vis-à-vis des hommes et qu'il y a une justification objective et raisonnable derrière cette différence, puisque la violence exercée par un homme constitue l'expression de l'inégalité grave que les femmes subissent. Ce traitement différencié constitue pour moi une des principales caractéristiques du modèle espagnol. La loi catalane, elle affirme aussi ceci: les droits ne peuvent donc pas traiter ces problèmes sociaux d'un point de vue faussement neutre. Au contraire, il faut que les instruments légaux reconnaissent cette réalité pour éliminer l'inégalité sociale. Pour arriver à l'égalité matérielle sans provoquer une double discrimination, il faut partir des inégalités sociales existantes. L'autre caractéristique du cadre légal espagnol, c'est son caractère intégral et multidisciplinaire. C'est le fait d'avoir mis en place des mesures, surtout les plans, que ce soit la prévention, la sensibilisation, donc dans les écoles, dans les médias, la formation des professionnels, tous les droits des victimes, donc d'information, d'assistance sociale, d'aide juridique, une réforme concernant la sécurité sociale, les droits au travail, la spécialisation de la judicature, donc avec la création et l'instauration de tribunaux spécifiques de violences contre les femmes, ainsi que la création d'autres organes administratifs. Concernant les questions de parentalité, la loi elle a posé sur le papier que dans les cas de violence, pour les hommes qui étaient condamnés aux sous-enquêtes, il fallait limiter l'autorité parentale pendant 5 ans. Elle a aussi interdit la pratique de la médiation familiale et pénale dans les cas de violence de genre. Déjà, dans la promulgation de la loi, il y a eu des critiques féministes rapides en ce qui concerne la définition des violences de genre de la loi cadre, puisque la loi, finalement, elle s'est limitée aux violences exercées par les partenaires ou l'ex-partenaire. Donc, elle restait limitée aux violences conjugales, si on peut dire, ce qui n'est qu'une partie, même si c'est une partie très importante des violences machistes contre les femmes. Elle laissait en dehors de la protection tout un ensemble d'autres violences que les femmes subissent parce qu'elles sont des femmes et qui ne sont pas dans ce cadre conjugal. Au-delà du papier, qu'est-ce qu'on a pu observer sur le terrain ces 20 dernières années? Alors, je vais parler un peu des points positifs d'abord et après des points plus négatifs ou des choses qu'il faut continuer à se battre. Pour les points positifs, il faut dire qu'il y a eu un changement radical quant au traitement médiatique des violences, avec l'établissement des guides déontologiques pour en faire un traitement journalistique non sensationnaliste. Les concepts du type drame conjugal, crime passionnel ont été complètement éliminés et il y a une consolidation de la terminologie de la loi dans les médias. Cependant, bon, c'est un point positif, mais je vais faire déjà aussi quelques critiques. Il y a toujours des choses à améliorer quant à ce traitement médiatique.
Par exemple, les récits sont presque exclusivement centrés sur les féminicides, qui parfois sont banalisés puisque les infos les traitent simplement en termes de comptage. Les médias parfois ne racontent pas, expliquent ce qui arrive, donc constatent ces violences, ces féminicides, mais sans expliquer pourquoi cela arrive, sans mettre un récit plus global quant aux causes, au contexte et aux structures qui expliquent ces violences. Souvent, il y a peu de références aux agresseurs et les informations sont encore trop centrées sur les victimes qui parfois sont infantilisées. La consolidation de la conceptualisation dans les médias, elle a été aussi le cas pour toutes les politiques publiques. Donc, toutes les politiques publiques partent de ces définitions de violences machistes ou de genre comme découlant des rapports de domination. En Espagne aussi, grâce à la loi cadre, il y a un grand nombre de données statistiques officielles qui sont produites et qui nous permettent une meilleure compréhension du problème. Donc des données à la fois de victimisation et de judiciarisation, avec des macro-enquêtes quant à la victimisation tous les 3-4 ans. Et comme on le sait bien, l'existence ou l'absence de données sont les résultats des décisions politiques. Et ça, c'est une avancée, le fait de compter avec ces connaissances. La loi a permis la création de nombreux services publics spécialisés. Elle a obligé la formation des professionnels de toute la chaîne socio-judiciaire, spécialement la police et les juges. On a pu constater par certaines recherches un meilleur accueil dans les commissariats avec la création des unités spécialisées. Donc voilà, vraiment, on est loin de ces années-là où les policiers renvoyaient les femmes chez elles, des choses qui malheureusement arrivent encore aujourd'hui en France. Il y a eu l'établissement de nombreux protocoles, guides et une meilleure coordination entre tous les services publics, donc avec une politique multiniveau, pas seulement au niveau de l'État et des régions, mais aussi au niveau des municipalités. Par exemple, à Barcelone, ce n'est pas un exemple isolé, puisque plein de villes mènent une politique municipale dans ce sens-là. À chaque nouveau féminicide, il y a un protocole de deuil de la ville qui est activé, avec un rejet institutionnel, avec une minute de silence, avec une déclaration institutionnelle du maire, de la mairesse, avec une communication officielle. Ce sont des choses qui ont pu être critiquées puisqu'elles sont sur le plan symbolique et on peut dire que face à ces violences, il ne faut pas peut-être garder silence, mais plutôt continuer à crier. Mais je pense que aussi le plan symbolique, il est important et ces déclarations institutionnelles montrent aussi qu'on n'est plus dans une situation d'indifférence totale des pouvoirs publics. Et au-delà de ces protocoles de deuil incluent de manière importante à Barcelone, et je pense que c'est le plus important, une coordination des services pour faire une analyse approfondie des cas, pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, où sont les failles du système pour pas réparer, mais pour essayer d'éviter que ça se reproduise dans l'avenir. Les municipalités ont créé de nombreux services publics spécifiques sur les violences machistes, pour les femmes, pour les enfants, aussi des programmes concernant les hommes. Ces services sont l'obtention de nouveaux droits, mais un des problèmes qu'on a vu, c'est aussi que parfois ils ont été externalisés à des entreprises privées qui sont connues pour ne pas assurer les meilleures conditions de travail. Donc ça, c'est quelque chose à améliorer.
Suite à la loi cadre, il y a eu, on peut dire, une explosion des plaintes. C'est vrai que la loi cadre, elle était très centrée au début sur la centralité de cette plainte pénale, puisque les droits étaient conditionnés aussi au niveau espagnol à déposer une plainte pénale. Ce n'était pas le cas pour ces lois régionales. Par exemple, en Catalogne, la loi de 2008 pour les droits des femmes à éradiquer la violence machiste n'établissait pas une condition pour accéder aux ressources à travers une plainte, mais en Espagne, c'était le cas. On a vu une augmentation très importante, même si c'est seulement un tiers des victimes de violences machistes dans les couples qui portent plainte. Et la moyenne européenne, elle est autour de 10-15%, 18% en France. On voit dans ces graphiques comment, voilà, avec la promulgation de la loi, ça passe voilà, de 50 000. Aujourd'hui, on est à une moyenne de plus de 160 000 plaintes annuelles. La période qu'on peut dire de crise économique ou de politique d'austérité à partir de 2008 a freiné cette évolution-là. Le gouvernement espagnol lui-même considérait que c'était cette situation économique qui entraînait une majeure dépendance économique des femmes et qui les empêchait de se séparer plus facilement et de porter plainte. On a vu aussi l'effet MeToo et on a vu aussi les confinements, les mesures de confinement et cette période de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, autour de 20% des femmes qui ont porté plainte, disons, si on va voir combien de femmes tuées par ces hommes violents avaient porté plainte, on est à une moyenne de 20%. Donc, ce qui montre qu'il y a encore des problèmes et des failles importantes du système, puisque ces 20% des femmes qui avaient porté plainte n'ont pas été protégées. Il faut dire que si on compare avec les années 75, 80, quand il n'y avait rien, et où on sait que 95% des femmes qui portaient plainte étaient renvoyées chez elles, et donc elles portaient plainte de manière réitérée à la police, elles n'obtenaient aucune protection. Donc on peut dire que voilà, ces 30-40 dernières années, il y a eu des améliorations, mais on peut dire que voilà, la bataille n'est pas gagnée. On sait par les travaux de collègues comme Manuel Calvo, professeur de droit qui a mené des études pionnières en sociologie juridique à l'Université de Saragosse, que toutes ces réformes ont permis une amélioration positive pour changer une certaine praxis judiciaire, même si aujourd'hui en Espagne on parle toujours et encore de justice patriarcale. Et je vais les développer maintenant un peu sur les points négatifs. D'abord, comme je disais, un des problèmes de la loi cadre espagnole a été de définir les violences de genre seulement comme celles exercées par les partenaires, ex-partenaires. Ce qui a signifié que toutes les autres violences, toutes les victimes d'autres types de violences n'étaient pas protégées par la loi. Aujourd'hui, donc, c'est par exemple le cas des violences sexuelles en dehors du couple. C'est pour ça qu'un des cas emblématiques qui a fait beaucoup de bruit en Espagne, pas par rapport à ça, mais c'était la victime du viol collectif à Pamplona en 2016, si je me trompe pas. Bon, un cas qui a fait beaucoup de bruit parce que les juges avaient interprété qu'il n'y avait pas eu violence parce que le code pénal espagnol séparait les abus sexuels des agressions sexuelles et qu'il a fallu une mobilisation très large pour dénoncer ces décisions judiciaires patriarcales et revictimisantes. Je prends l'exemple de cette victime puisqu'elle n'a pas bénéficié des droits consacrés dans la loi cadre puisqu'elle était victime, elle n'était pas victime d'un partenaire ou ex-partenaire, ce qui posait beaucoup de problèmes en termes d'accès aux droits. Elle n'a pas eu accès à une
protection juridique, psychologique intégrale et gratuite. Le procès, il n'a pas eu lieu là où elle habite, mais là où le délit, la violence a eu lieu. Donc, il fallait changer ça. Aujourd'hui, depuis 2 mois, il y a eu la promulgation d'une autre loi organique pour assurer un traitement intégral des violences sexuelles, donc la loi organique de garantie intégrale de la liberté sexuelle, connue comme la ley del solo sí es sí, qu'on dirait ici, si c'est pas oui, c'est non, seulement oui, c'est oui. Cette loi, c'est aussi une loi intégrale pour répondre aux violences sexuelles qui, en Espagne, il faut dire, elles étaient vraiment sous-traitées par rapport aux violences dans le cadre du couple. Même les macro-enquêtes qui découlaient de la loi cadre, donc pour comprendre les types de violences qui étaient vécues par la population féminine, n'incluaient pas les violences sexuelles jusqu'aux années 2016, je pense. Un autre problème, c'est ce qu'on appelle les violences institutionnelles. On sait que malgré les lois et malgré la formation accrue de tous les professionnels, beaucoup de femmes subissent de la revictimisation dans leur accès à la justice et notamment dans les tribunaux, y compris les tribunaux spécialisés. Aujourd'hui, on a passé de cette focale initiale sur le fait que les femmes victimes devaient porter plainte pour comprendre les failles de l'État, les failles de l'action de l'État pour combattre ces violences. Et ces failles-là sont les signes de la discrimination des femmes et un exemple de violences institutionnelles. Les violences institutionnelles, c'est le maintien des situations de victimisation secondaire ou de revictimisation, c'est-à-dire qu'on rajoute un tort aux femmes quand elles essayent d'accéder aux ressources professionnelles qui sont proposées par les pouvoirs publics. On dit que quand cette revictimisation elle est systématique et que l'État, par son action ou son omission, il n'y a rien qui est fait pour les combattre, l'État est responsable des maintien de ces violences institutionnelles. On sait par exemple que dans les tribunaux spécialisés, la manière de considérer les violences, disons, on va dire que les normes procédurales ont favorisé l'interprétation des juges aussi, ces violences de genre comme une violence ponctuelle et non pas comme une violence répétée. Donc il y a différents types dans les codes pénals et on sait que la plupart des violences machistes dans les couples, elles sont chroniques et répétées, mais dans son traitement judiciaire, c'est seulement 10% de ces violences qui sont considérées comme répétées. La plupart, elles sont considérées comme ponctuelles, se centrant seulement sur les derniers épisodes qui a mené à la plainte. Ça, c'est un problème aussi de la manière dont les plaintes sont prises en compte. On sait que le taux de condamnation, il oscille entre les 30, 50, 60% des cas. Donc, on a encore aussi des classements de plaintes qu'on estime en tiers des cas, des acquittements. Les chiffres officiels quant à la condamnation sont un peu plus élevés parce qu'ils ne prennent pas compte de ces plaintes qui sont classées. Donc, de tous les dommages provoqués par la violence machiste, c'est seulement une petite partie qui aura une sanction pénale, ce qui démentit un processus large de pénalisation, ces fantasmes d'un féminisme punitiviste et carcéral qui est très loin de se voir en pratique. On sait aussi que les ordonnances de protection, donc ces mesures dont j'ai parlé pour permettre par exemple l'éloignement ou l'attribution du logement, à des moments, il y a eu des taux de refus très élevés. Donc en Catalogne, il y a des différences territoriales importantes qu'il faudrait mieux comprendre, mais en Catalogne, à des moments, c'était 60% des ordonnances de protection demandées qui étaient refusées. Et enfin, un dernier phénomène qu'on a observé, c'est l'harcèlement légal ou le phénomène de contre-plainte de la part des agresseurs.
qui constitue un peu le summum de la revictimisation des femmes, c'est-à-dire des femmes victimes qui se voient accusées et voire parfois condamnées pour violence domestique, pas violence de genre puisque ce n'est pas possible, mais pour violence domestique. Donc on a vu comment les agresseurs utilisaient cette stratégie-là. Les guides pratique de l'actuation judiciaire face à la violence de genre du Conseil général du pouvoir judiciaire a alerté de cette hausse des fausses plaintes des hommes violents et il conseille aux juges, il a conseillé aux juges d'agir avec beaucoup de prudence pour éviter que les victimes de violences de genre puissent être accusées, voire condamnées dans les moindres actes défensifs de leur part. Voilà, comment ça a évolué aussi face à tout cet état de fait, de ce qu'on a pu suivre. Et il faut dire que depuis 2004, les féministes sont toujours actives et combatives à revendiquer plus. Donc, elles ne se sont pas contentées de dire, voilà, on a cette loi cadre intégrale, on a tout cet arsenal juridique et politique, il faut toujours se battre pour que ça soit appliqué. Vers les années 2015, 2014-2015, quand il y a eu la tentative d'interdiction totale de l'interruption volontaire de la grossesse en Espagne, donc lors d'une législature du Parti populaire de la droite avec le ministre Gallardón, il y a eu un renouveau générationnel, on peut dire, de mobilisation féministe. Et en 2015, bien un peu avant MeToo, c'est hashtag MeToo, en Espagne, il y a eu à Madrid un demi-million de personnes qui sont sorties dans la rue pour revendiquer un pacte d'État, une amélioration de la réponse politique contre ces violences. Donc, elle dénonçait voilà, que depuis 1995, il y avait presque 1400 femmes qui avaient été assassinées par le terrorisme machiste. Et cette marche étatique contre les violences machistes, ça a propulsé le pacte d'État, qui a été un accord qui a été passé entre tous les partis politiques de l'arc parlementaire espagnol fin 2017 pour encadrer l'action de l'État, qui a développé un ensemble de mesures pour améliorer la loi cadre en y consacrant 1 milliard d'euros entre 2017 et 2022. Et qui a amélioré par exemple le fait qu'on puisse accéder aujourd'hui dans tout l'État aux ressources sans devoir porter plainte. Voilà, disons que les violences peuvent être accréditées avec des rapports des services sociaux ou des services spécialisés ou des associations qui accompagnent les victimes. Depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2022, on inclut dans les statistiques officielles des féminicides tous les féminicides des femmes parce qu'elles sont des femmes qui ne sont pas commis par les partenaires ou ex-partenaires. Et c'est important puisque c'est du même type de violence que l'on parle et puisque les chiffres peuvent aller de 50 jusqu'à une centaine de femmes victimes de ces féminicides et qui nous donnent donc une image beaucoup plus fidèle de la réalité. Et ce pacte d'État, il consacre la mise en œuvre de cette convention d'Istanbul, de cette convention du Conseil de l'Europe pour la prévention et la lutte contre les violences de genre et les violences domestiques. Le contexte est aussi celui, comme ça a été dit, une montée de l'extrême droite, donc d'une extrême droite négationniste qui ne lutte pas pour revenir aux anciens concepts de la loi. Donc, comme on a vu des partis de droite comme Ciudadanos qui disaient qu'il faut parler de violence domestique, la violence n'a pas de genre. L'extrême droite est carrément pour que ces lois soient supprimées. Ils ont boycotté ces minutes de silence du 25 novembre et pour la première fois en 14 ans, par exemple, à la mairie de Madrid, n'a pas eu de minutes de silence institutionnel. Et dans les Cortes, dans le Parlement espagnol, il n'y a pas eu non plus de minutes de silence puisqu'il y avait besoin de cette unanimité. Donc, on fait très attention à cette extrême droite post-franquiste et leur rôle dans la négation
et dans les entraves pour améliorer la réponse politique. Ici, dans cette manifestation de 2015, je vous signale voilà, la présence de cette femme, Ángela González Carreño, qui a réussi à faire condamner l'Espagne en 2012 par les Nations Unies dans son cas de non-protection de l'État face au meurtre de sa fille de la part de son ex-mari et père de cette petite, pendant des droits de visite auxquels Ángela González Carreño s'était opposée à de maintes fois. Et voilà, et j'ai fait le lien maintenant avec tout ce qui concerne cette justice familiale aveugle aux violences machistes. Donc, parallèlement et de manière concomitante à cette loi cadre espagnole et à tous ces efforts de mise en place de politiques publiques de lutte contre les violences machistes, il y a eu des changements aussi au niveau du Code civil pour instaurer ce paradigme, cette norme de la coparentalité, à savoir l'idée que les deux parents doivent maintenir des relations régulières avec leurs enfants au-delà d'une séparation conjugale. Donc, en 2005, il y a l'introduction de la garde partagée, la résidence alternée, on dit ici en France, dans le Code civil. Et dans cette réforme du Code civil, c'est prévu que les juges puissent imposer aussi les gardes partagées, même sans l'accord des deux parents, ce qui a été très critiqué depuis le début. Les gardes partagées, elles explosent, donc elles passent de 2% des cas en 2005 à plus de 40% actuellement. Même dans les situations où il y a des divorces litigieux. Je parle de ça et c'est important et je m'intéresse à ces questions-là puisque 3/4 des femmes victimes de ces violences machistes dans les couples, elles ont des enfants avec leurs agresseurs. Et puisqu'on sait que la plupart ne portent pas plainte et que seulement parmi ces 30% qui portent plainte, une partie va réussir à avoir une condamnation, c'est-à-dire que les violences seront visibles et que les auteurs seront condamnés pour ça. Dans la plupart des situations, les femmes qui sont mères et qui ont des enfants se retrouvent à devoir négocier ces droits de visite, cette autorité parentale, ces gardes des enfants, la question de l'attribution du logement ou des pensions alimentaires, comme si ces violences n'avaient pas une place très importante et elles ne se poursuivaient pas au-delà de la séparation conjugale. Aujourd'hui, on sait que les violences post-séparation, elles sont très importantes et que souvent, elles ont lieu à travers les enfants qui sont aussi victimes. Et heureusement, aujourd'hui, on parle des enfants co-victimes et on ne les considère plus comme des témoins pas protagonistes aussi de ces situations-là. Pendant tout ce temps, on sait aussi que les tribunaux spécialisés qui ont des compétences à la fois civiles et pénales, donc ça c'est une revendication historique des mouvements féministes, pour éviter un double traitement où des femmes se retrouvaient à réussir à avoir des condamnations pénales de violence, mais à la fois à avoir un traitement civil concernant les enfants qui ne prenaient pas compte de la procédure pénale. Pour éviter ça, les tribunaux spécialisés ont cette double compétence. Mais on a vu que les questions civiles étaient vraiment sous-traitées dans ces tribunaux. Aujourd'hui, c'est un tiers des questions civiles qui sont traitées à la fois que les questions pénales. Donc, ce n'est pas la majorité des cas. Malgré le fait, comme j'ai dit au début, que la loi cadre posait une limite pour les pères enquêtés ou condamnés pour violence, et qu'aujourd'hui la Convention d'Istanbul, ratifiée par l'Espagne dans son article 31, dit très clairement que les questions de violence doivent être prises en compte dans les situations d'attribution des gardes et d'autorité parentale. On a vu, comme avec ces statistiques, que ça a très peu changé. Entre 2005 et les années 2020, il y a vraiment très peu de suspension des droits de visite, encore moins de l'autorité parentale
Donc vous voyez, on n'est même pas à 1% des cas de suspension d'autorité parentale et autour de 3%, 3 à 4% des cas où les droits de visite sont suspendus. On observe donc très très peu de changements. On sait, voilà, que c'est pas moi qui l'ai dit, mais que les droits de la famille restent un bastion important du patriarcat, que les juges sont très réfractaires à limiter les droits des pères, ces droits patriarcaux, et que ça pose beaucoup de questions quant à la protection ou non-protection de ces femmes et de leurs enfants. De 2013 à 2018, il y a 44 enfants qui ont été tués par leur père, et la plupart dans les droits de visite non surveillés. Comme dit Patrizia Romito, spécialiste italienne, professeure à l'Université de Trieste, la plupart des homicides des enfants ont lieu dans un contexte de violence conjugale où les mères ont subi des violences parfois gravissimes et malgré cela, on continue à les obliger à maintenir les contacts avec leurs ex-maris et les pères. Voilà, je donne les chiffres aussi pour la France. En 2018, il y a eu 7 enfants tués par leur père en Espagne, 21 en France. Donc en France, des chiffres aussi ahurissants. Quelques changements, quelques notes un peu plus positives. Depuis 2015, le tribunal suprême espagnol a résolu que les condamnations pour homicide ou tentative d'homicide de la mère amènent automatiquement à la perte d'autorité parentale du père meurtrier. C'est une mesure très importante qu'on peut dire qu'elle arrive assez tardivement. Et comme dit Miguel Lorente, médecin légiste et ancien délégué du gouvernement à la violence des genres, l'autorité parentale, elle était si peu questionnée que même elle ne se perdait même pas avec l'homicide de la mère. Et il dit aussi que, voilà, malgré cette importante résolution, on sait qu'il ne faut pas jusqu'à arriver à tuer la mère pour détruire la vie des enfants. Et donc, la question de la limite de l'autorité parentale des hommes violents, elle n'est pas prise. Encore aujourd'hui, elles ne sont pas prises. Et on ne dit pas suffisamment, je suis Miguel Lorente, qu'un homme violent est un mauvais père. Il y a encore aujourd'hui en Espagne des visions stéréotypées très fortes concernant les mères victimes. Donc des stéréotypes qui concernent le fait qu'elle déposerait des fausses plaintes ou qu'elles aliéneraient, qu'elles manipuleraient les enfants. Pardon. L'aliénation parentale est une théorie pseudo-scientifique inventée par un psychiatre pro-pédocriminel américain qui s'appelait Richard Garner, qui postulait que du moment où les enfants refusent de voir un de leurs parents, et souvent les parents non gardiens, donc les pères, ce n'est pas parce qu'ils ont des raisons propres, comme par exemple les violences, mais parce qu'ils sont manipulés par l'autre parent, souvent la mère. Donc c'est une théorie qui réactualise ces préjugés sexistes des mères qui seraient des femmes qui seraient manipulatrices et mensongères et qui voudraient accaparer la garde des enfants et qu'il y aurait une discrimination des pères là-dessus. Donc même si aujourd'hui en Espagne il y a eu beaucoup d'études et de prises de position du gouvernement pour démentir ces deux mythes, les fausses plaintes et l'aliénation parentale, et qu'aujourd'hui l'aliénation parentale elle est formellement interdite par la loi, donc par la loi organique de protection des enfants et des adolescents de 2021, que la loi catalane, elle considère que l'aliénation parentale est une violence institutionnelle. Dans la pratique des tribunaux de la famille, on continue à voir l'usage de ces théories, ces idées, ces préjugés. Aujourd'hui, en Espagne, il y a encore de nombreuses femmes victimes qui sont confrontées à des gardes partagées imposées,
à des droits de visite dans les points rencontres qui sont l'occasion pour la poursuite des violences de la part des hommes, des femmes qui doivent assurer ces relations de leurs ex-partenaires avec leurs enfants alors qu'elles ont des ordonnances d'éloignement, des femmes qui se voient imposer des thérapies familiales judiciarisées parce que comme la médiation familiale est interdite, il y a des juges qui contournent cette interdiction en imposant des thérapies familiales qui ont les mêmes effets de revictimisation pour les femmes. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai pu recueillir les récits d'une vingtaine de femmes victimes. C'est une enquête que j'ai menée en 2014-2015 qui n'a pas vocation à être représentative. C'est pour ça que je situe un peu mes recherches dans ce contexte plus large statistique. Toutes les femmes que j'ai rencontrées affirmaient avoir peur de perdre la garde de leurs enfants. Et donc, elles faisaient tout un ensemble de concessions, parfois sous les conseils de leurs avocates et avocats, comme par exemple le fait de ne pas mentionner les violences lors de la séparation, de céder surtout les questions économiques, donc par exemple renoncer à leur logement, retourner habiter avec ses parents, renoncer aux pensions alimentaires ou compensatoires. Elles étaient à encourager, voire forcer leurs enfants qui ne souhaitaient voir les pères et qui souvent devaient être médicalisés pour ça. Ça met les femmes dans une situation structurellement contradictoire puisqu'elles doivent à la fois se protéger mais assurer ces liens de père avec les enfants. Marianne Hester, qui est une sociologue anglaise, elle a conceptualisé ça comme la logique des 3 planètes, voilà, des différents services qui ont des objectifs professionnels qui sont structurellement en contradiction et qui mettent les femmes dans une impasse puisqu'elles ne peuvent pas se protéger et s'éloigner et en même temps maintenir les liens. Aujourd'hui, il y a des mères et des femmes qui refusent à se plier à ces injonctions contradictoires, on va dire, qui essayent de protéger, on les appelle les mères protectrices, qu'elles essayent de protéger leurs enfants. Elles refusent parfois les droits de visite pour éviter la poursuite parfois des violences sexuelles de la part du père. Ces femmes, elles se sont organisées, elles ont politisé cette situation et elles l'ont fait remonter aux Nations Unies. Donc aujourd'hui, à travers la rapporteuse spéciale contre les violences envers les femmes, Rim Al-Salem, il y a une trentaine de plaintes qui sont faites pour dénoncer le fait que les femmes qui portent plainte pour violence de genre ou pour violence sexuelle sur enfants, elles ont plus de chances de perdre la garde de leurs enfants que si elles ne portaient pas plainte. Donc, ce qui est écrit ici, c'est que les Nations Unies voient un schéma structurel de la justice espagnole qui ne protège pas les enfants et qui discrimine les femmes. Patricia Romito, encore, dans son dernier livre, elle montre qu'il y a plusieurs recherches qui montrent cela dans d'autres pays, que les pères qui font l'objet de mesures d'éloignement, ils ont plus de chances d'obtenir des droits de visite et par contre, les mères qui dénoncent les violences subies par elles et par leurs enfants sont moins susceptibles d'obtenir la garde. C'est un lien avec des réponses institutionnelles et des professionnels qui sont marquées, je suis Patricia Romito, par l'incompétence, la superficialité, l'hostilité à l'égard des femmes ou l'indifférence quant à leur sort et au sort de leurs enfants. Et je conclus en disant que pour nous, en Espagne et en Catalogne, ces lois spécifiques ne sont pas les points finaux, mais les points de départ, qu'il y a eu des avancées qui sont indéniables, mais que, comme par exemple voilà, cette approche spécifique des violences et tous les services qui sont créés autour, qu'on a pris conscience pendant ces 20 ans des effets pervers, on va dire, que la bataille n'est jamais gagnée et qu'il faut toujours rester vigilante. Donc, comme disait Françoise Colin, la philosophe belge Françoise Colin, que je cite grâce à Maïté Debats, la vigilance politique exige de ne jamais considérer comme
révolu ou résolu une question quelconque, mais d'être toujours capable de l'aborder ou de la réaborder dans de nouveaux termes où elle se pose. Donc aujourd'hui, on a plus de conscience de l'importance de focaliser les problèmes autrement, non pas sur la responsabilité individuelle des femmes, mais la responsabilité de l'État dans ce maintien de violences institutionnelles et sur l'importance d'inclure cette question de violence concernant les séparations conjugales avec enfants. Donc, le besoin de former tous les professionnels du droit de la famille, médiatrices, médiateurs familiaux, assistantes sociales, travailleurs sociaux, toutes les équipes psychosociaux qui travaillent auprès des juges de la famille. Voilà, j'ai fini avec les numéros de soutien au cas où dans la salle, il y aurait des femmes qui vivent cette situation ou des personnes qui font partie de l'entourage. Voilà, les violences machistes, c'est un problème qui nous concerne toutes et on a des ressources pour soutenir les victimes. Donc voilà, n'hésitez pas à les connaître au cas où vous en aurez besoin. Voilà, je pense que j'ai dépassé un peu le temps. Je vous remercie vraiment de votre écoute et je suis là pour répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Je vais faire circuler le micro dans la salle pour les questions qu'il y aurait. Je préviens tout de suite, ça va être quelques questions, mais alors vraiment quelques minutes, qu'on pourra prolonger dans le hall si vous le souhaitez, parce que comme vous le savez, donc, il y a un spectacle après, on a un changement de plateau à faire, et on a promis aux danseuses qu'on libérait la salle pour 45, ce qui est très court. Donc voilà, on vous invite à prolonger l'échange avec Gloria dans le hall du tambour, mais déjà maintenant, avec le micro, vous pouvez poser des questions, donc s'il y a déjà des mains qui souhaitent se lever, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madame, pour cet exposé et cette présentation à la fois rapide mais très concrète de tout ce que l'Espagne a vécu au cours des 20 dernières années. L'Espagne nous a encore inspiré, ou en tout cas inspiré beaucoup de débats cet été, avec la loi qui était adoptée, qui modifie, qui pose une présomption de non-consentement en matière de violence sexuelle. En clair, ça a été traduit par les Français, par les juristes français qui se demandent comment on pourrait s'en inspirer. Désormais, quand une femme vient déposer plainte pour un viol, on doit présumer qu'elle n'était pas consentante. À celui qui est mis en cause, l'agresseur, s'il y a eu agression ou viol, de prouver le contraire. Ce qui est une révolution, si tel était le cas. En France, ce n'est pas du tout comme cela, il faut qu'on prouve au contraire. Donc, si vous pouviez nous donner votre éclairage sur cette grande modification qui amène beaucoup de débats. Merci. Merci. Je réponds très rapidement. C'est cette loi de solo CSC, effectivement, qui est une transposition aussi de ce que la Convention d'Istanbul dit concernant les violences sexuelles et le fait qu'on ne doit pas exiger aux femmes de prouver qu'elles ont résisté. Et c'est ce qui a été le problème avec ce cas très emblématique de la victime du viol collectif à Pamplona et qui est un peu à l'origine aussi de tous ces changements légaux très importants. Donc, moi, je dirais qu'en Espagne, il y avait ce problème avec cette double définition abus sexuel, agression sexuelle qui a été abolie et effectivement qui pose au centre le fait que ce n'est pas aux victimes de devoir prouver qu'elles se sont débattues jusqu'à la mort pour prouver qu'il y a eu violence sexuelle. Elle vient d'être promulguée en septembre, cette loi organique aussi, donc des rangs presque constitutionnels. Et ça fait beaucoup de débats depuis la semaine dernière concernant l'interprétation de certains juges sur la manière de l'appliquer. Donc, c'est un peu difficile de voir comment elle va être mise en œuvre. En tout cas, il y a beaucoup de vigilance sociale et politique et beaucoup d'expectatives, des attentes, je veux dire, pour que ça change une certaine praxis
et aussi pour que ça encourage. La loi, elle n'est pas seulement une question de pénale, elle crée aussi tout un ensemble de services intégral, de prévention, de soutien aux victimes qui n'existaient pas auparavant. Donc voilà, c'est une victoire et on va voir comment elle peut être mise en œuvre. La France a ratifié la Convention d'Istanbul aussi en 2014, donc elle devrait aussi s'appliquer pour changer les définitions du code pénal. Et on a des collègues comme Catherine Lemegares qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Et j'espère que ça va être fait. D'accord. Il y a une autre question. D'accord. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai lu concernant la loi française, mais on peut en rediscuter. Gloria, je donne la parole ici pour une autre question. Oui. Après, on passe la chanson et ensuite on invite à continuer dans le hall parce que sinon, voilà, on n'aura pas le temps de l'installation. Merci beaucoup, merci. Je voulais juste savoir si, inhérente à la loi ou depuis cette loi organique, est-ce qu'il y avait eu des obligations pour les auteurs de se soigner, est-ce que vous avez quelques chiffres sur cet aspect de la législation et d'une nécessité, à mon avis? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je connais assez mal, je dois avouer, la question des programmes pour les agresseurs, mais bien sûr qu'ils ont été... Il y a eu des politiques de prise en charge, donc des politiques publiques de prise en charge qui ont été mises en place avec des évaluations assez mitigées. Donc bon, j'enchaîne comme j'aime beaucoup les travaux de Luis Bonino, qui est un pionnier ou quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Espagne concernant les programmes pour hommes violents condamnés. Je dirais qu'en Espagne, on a des problèmes similaires que dans d'autres pays quant à la volontarité d'entrer dans ce type de programme. Souvent, c'est par obligation. Et l'effet Bonino dit qu'il faut voir si ces programmes ils ont une perspective féministe ou pas, pour ne pas encourager ces hommes on sait qu'ils se positionnent souvent comme des victimes. Donc voilà, ce qui est aussi l'idée de ce phénomène de contre-plainte. Je ne peux pas vous donner des chiffres, donc je dirais seulement, pour en savoir plus, d'aller voir les travaux de Luis Bonino, qui est vraiment la référence. Et voilà, comme j'ai fini avec lui, je pense que c'est une des voies très autorisées en Espagne là-dessus. Merci.